en attendant que la lessive finisse. Elle lui arracha le stylo des mains. « Qu'est-ce que c'est » claqua-t-elle. Lola se redressa. « J'étais juste. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux de Clarissa balayèrent le délicat croquis. « Design de mode. »« Tu rêves encore ?» Elle ricana et déchira la serviette en deux. « Tu n'es pas une créatrice. Tu n'es pas ta mère. Sors de tes nuages et va plier le linge. » René, regardant depuis le couloir, éclata de rire. Peut-être qu'elle peut dessiner un uniforme de bonne. Lola ne bougea pas. Ses doigts se crispèrent en poing sous la table. Mais elle ne dit rien. Elle ne leur donnerait pas sa voix. Pas encore. Cette nuit-là, après que la maison se fût tue. Lola était assise sur son lit et ouvrit son carnet. Elle tourna à une page vierge et commença à écrire. Pas un croquis cette fois, mais des mots. Tu n'es pas ce qu'ils t'appellent. Tu es ce que tu crées, ce que tu endures, ce que tu survis. Elle ferma le livre et le remit dans sa valise. Demain, elle dessinerait à nouveau. 2 jours plus tard, Monsieur Henri lui glissa un dépliant plié sous un rosier. « Ne l'ouvre pas avant d'être seul, dit-il. » Lola attendit d'être de retour dans sa chambre. Elle déplia le papier avec précaution. C'était un avis pour un programme de bourse pour jeunes designers noirs organisé par une fondation artistique bien connue de la ville. Le prix comprenait une bourse complète pour une école de design, un financement de démarrage pour une entreprise de mode et un mentorat par des personnalités de l'industrie. La date limite était dans 4 semaines. Lola regarda le dépliant, le cœur battant. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle murmura à voix haute « Je peux le faire ». Lola n'avait jamais ressenti une telle adrénaline. Pas pendant les funérailles de sa mère. Pas quand Clarissa l'avait poussée au sous-sol. Pas quand Tiffany l'avait appelée la bonne devant des étrangers. Mais maintenant, chaque fois qu'elle s'asseyait avec son carnet de croquis pour préparer son portfolio pour le concours de bourse, elle le sentait. Un feu qui faisait bouger ses doigts plus vite que son esprit. Elle ne dessinait plus pour s'échapper. Elle dessinait pour gagner. La date limite de candidature était dans exactement 27 jours. Elle avait mémorisé ce chiffre. Chaque matin avant l'aube, elle se glissait dans le garage pour utiliser la petite table pliante de Monsieur Henri. Il lui apportait de légères collations, des barres granola, des bananes, de l'eau froide en bouteille, et gardait une vieille imprimante à proximité qu'elle était autorisée à utiliser. Elle travaillait en silence, esquissant, scannant, téléchargeant. Ses dossiers devaient inclure 5 créations vestimentaires originales, une déclaration écrite sur son parcours, un court essai intitulé « Ce que la mode signifie pour moi ». Elle écrivit tout de A à Z, et elle ne mentit pas « Je vis dans une maison où je suis considérée comme invisible. La mode m'aide à me retrouver. Ma mère disait que le tissu est un pouvoir. Ce que tu portes, tu le portes. J'ai créé pour donner de la dignité aux gens. Je suis une fille du sous-sol qui essaie de construire une porte. » Elle signa simplement. Lola Thompson. Mais la maison changeait. Elle le sentait dans l'air, comme une tempête qui arrivait. Les sourires de Clarissa devinrent plus froids. Ses regards s'attardèrent plus longtemps. Il y avait plus de corvées, plus de règles strictes, plus d'ordres aboyés comme des commandements. Lavez chaque fenêtre à l'étage aujourd'hui, et ne laissez pas de traces. La salle de bain des invités sent le moisi. Nettoyez-la encore. Interdit d'utiliser le téléphone après 20 heures. Je me fiche que tu n'aies pas d'amis. Tiffany et René ajoutèrent leur propre touche de méchanceté. Un après-midi, Tiffany renversa intentionnellement un shake protéiné sur le carnet de croquis de Lola et dit « Oups ». Une autre nuit, René aspergea de parfum tout son linge et dit « Tu as une odeur de pauvre », mais Lola resta silencieuse car chaque insulte lui rappelait. « Tu es presque sorti. » Jusqu'à la nuit où elles dépassèrent les bornes. C'était un jeudi. Elle venait d'imprimer ses derniers croquis. Son essai était enregistré sur une clé USB. Elle n'avait plus qu'à tout télécharger dans les 2 jours. Elle glissa son carnet sous son matelas et alla à la cuisine réchauffer un petit bol de soupe. Tout le monde était parti pour la soirée. Clarissa avait emmené les filles à un événement au spa. Au moment où elle retourna au sous-sol, quelque chose ne semblait pas aller. Les lumières étaient éteintes. La porte grinça. Elle entra lentement et se figea. Tout avait disparu. Sa valise était ouverte et vide.
Son carnet de croquis, celui qu'elle gardait caché, avait disparu. L'étagère où elle gardait sa trousse à crayons et sa clé USB avait été vidée. Son cœur commença à battre la chamade. Elle fit un tour sur elle-même et courut à l'étage, criant pour la première fois depuis des semaines. « Clarissa, où sont mes affaires ?» Clarissa, maintenant dans le foyer, retirant ses gants, se retourna lentement. Son visage était de pierre. « Pourquoi cries-tu ? Tu as pris mes dessins, mon carnet. Où est-il ? » Clarissa inclina la tête. « Cette poubelle ? Je l'ai trouvée en nettoyant. Ça avait l'air en désordre. Je l'ai jetée. » La voix de Lola se brisa. « Tu as quoi ? » C'était quelques griffonnages au crayon, dit Clarissa, l'interrompant. « Tu penses que dessiner des vêtements te rend quelqu'un ? Tu es un cas de charité vivant sous mon toit. Ne te monte pas la tête. » Les yeux de Lola brûlèrent de larmes. « Tu n'avais pas le droit, murmura-t-elle. Clarissa s'approcha. « J'ai tous les droits. Tu es une enfant. Dans ma maison, vivant selon mes règles. » Puis avec un sourire amer, elle ajouta. « Tu n'es qu'une petite femme de chambre pathétique avec de grands rêves et aucun avenir. » Et juste comme ça, quelque chose en Lola se brisa. Sa voix ne trembla pas cette fois. Elle se redressa et dit lentement, « Non, je ne le suis pas. » Les yeux de Clarissa se plissèrent. « Que as-tu dit ? » J'ai dit, « Je ne suis pas votre femme de ménage, » répondit Lola, sa voix claire. « Je ne suis pas votre servante. Je ne suis pas votre fardeau. Et un jour, vous regretterez la façon dont vous m'avez traité. » La pièce devint silencieuse. Clarissa cligna des yeux, stupéfaite un instant. Puis elle s'avança et gifla Lola au visage. Le son résonna dans le couloir. Lola ne pleura pas. Elle ne recula pas. Elle se contenta de fixer. Clarissa siffla, « Retourne au sous-sol avant que je ne te jette dehors ce soir. » Lola se retourna et s'éloigna lentement. La joue picotante, les mains tremblantes, la fierté intacte. Cette nuit-là, M. Henri la trouva assise sous l'arche du jardin. Ses yeux étaient gonflés mais secs. Ses poings serrés sur ses genoux. « Ils ont tout détruit, » dit-elle sans se retourner. Il s'assit à côté d'elle. « J'aurais dû savoir qu'il le ferait, » murmura-t-elle. Monsieur Henri sortit un petit sac de sa veste et le lui tendit. À l'intérieur se trouvait sa clé USB. Elle leva les yeux vers lui, choquée. « Je l'ai prise avant qu'il n'atteigne tes affaires, » dit-il. « Je savais qu'il fouinait. » Elle ouvrit le fichier sur son vieil ordinateur portable. Tous ses croquis scannés étaient là. Son essai, ses formulaires, tout. Ses mains volèrent à sa bouche. Monsieur Henri sourit. Il a encore une chance. Elle ne put plus se retenir. Les larmes vinrent vite. Il posa une main sur son épaule, « Soumets-le. Et après ça, fais tes valises. » Elle se tourna lentement vers lui. « Pourquoi ?» Il la regarda dans les yeux. « Parce qu'une fois que ta lumière commencera à briller, les mauvaises personnes essaieront de l'éteindre. Il est temps que tu quittes cet endroit avant qu'il ne détruise ce qu'il te reste. » Lola avait passé tant de nuits dans ce sous-sol. Des nuits à pleurer, des nuits à plier du linge, des nuits à dessiner à la lumière faible, des nuits à se demander si elle ne se perdait pas. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, elle fit ses valises. Après que M. Henri l'eut laissée avec la clé USB, elle retourna dans sa chambre et téléchargea son dossier de candidature complet sur le vieil ordinateur portable. Il fallut 40 longues minutes pour que le lent Wi-Fi traite l'opération. Mais quand elle vit l'écran de confirmation, elle murmura « Merci » et pressa ses deux paumes ensemble. C'était fait. Gagner ou perdre, elle avait tenté sa chance. Et maintenant, il était temps de partir. Monsieur Henri avait tout arrangé. Il avait contacté mademoiselle Joanne qui aidait les jeunes femmes cherchant à reconstruire leur vie. Elle avait accepté de donner un logement temporaire à Lola. De là, elle pourrait trouver du travail et attendre les résultats de la bourse. Ce n'était pas une évasion glamour, mais c'était réel. Lola rangea le peu qu'elle avait dans un sac de voyage. 3 tenues de rechange, sa brosse à dents, un téléphone bon marché que Clarissa ne connaissait pas, et le collier de sa mère. Son carnet de croquis était abîmé, mais ses dessins étaient sauvegardés. Sa dignité était intacte.
Elle s'assit au bord de son lit et regarda la petite cave une dernière fois. C'était une prison. C'était aussi l'endroit où elle s'était retrouvée. Mais Clarissa n'avait pas encore fini. Le lendemain matin, avant que Lola ne puisse s'éclipser, Clarissa l'appela à l'étage. Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, les lèvres serrées. Tiffany et René traînaient à proximité, faisant semblant de faire défiler leur téléphone. Clarissa tenait une enveloppe à la main. « J'ai trouvé ça dans tes affaires », dit-elle froidement. L'estomac de Lola se noua. « Qu'est-ce que c'est ?» Clarissa ouvrit l'enveloppe et en sortit le dépliant imprimé de la bourse. Celui que Monsieur Henry lui avait donné. « Tu as postulé à ça ?» Lola se redressa. Oui, les yeux de Clarissa se plissèrent. « Tu penses vraiment que quelqu'un comme toi va gagner ça ? Une fille de sous-sol sans adresse, sans soutien, sans vraie éducation. » Lola ne broncha pas, « Oui, dit-elle. » Clarissa rit, sèche et amère. « Tu penses que ça va changer quelque chose ? Même si tu gagnes, tu restes la même petite fille dont la mère ne lui a pas laissé un sou. Tu n'es rien, Lola. » Tiffany intervint, « Tu reviendras ici mendier dans 6 mois. » René ajouta. « Tu auras de la chance s'il t'embauche pour nettoyer le bâtiment de la fondation. » Lola les regarda, toutes, et dit calmement, « Vous avez tort. Vous avez toujours eu tort à mon sujet. » Puis elle se retourna et se dirigea vers la porte. Clarissa la suivit. « Tu sors de cette maison, tu ne reviens pas. Tu m'entends ? Cette porte se ferme pour de bon. » Lola fit une pause, la main sur la poignée de la porte. Elle se retourna. Sa voix était stable. Elle n'a jamais été ouverte, pour commencer. Et sur ce, elle sortit. Monsieur Henry l'attendait au coin de la rue dans son vieux pick-up. Il l'aida à placer le sac de voyage à l'arrière et lui ouvrit la porte comme si elle était une reine. Elle jeta un dernier coup d'œil à la maison blanche avec ses buissons taillés, ses hauts piliers et ses fenêtres froides. Et puis elle détourna les yeux pour la dernière fois. Dans le camion, alors qu'il roulait vers la ville, Lola regarda ses mains posées sur ses genoux. Elles étaient petites, mais elles avaient survécu. Elles avaient esquissé un rêve dans l'obscurité, et elles continuaient de bâtir. Monsieur Henry la regarda et dit, « Où que tu ailles, il ferait mieux d'être prêt. » Lola sourit. « Ils ne le sont pas, dit-elle doucement. Mais moi, oui. » Le refuge n'était pas luxueux. Les murs étaient peints d'un jaune pâle, écaillés par endroits. Les lits grinçaient, et la salle de bain commune sentait légèrement l'eau de Javel. Les filles se déplaçaient doucement. Leurs yeux fatigués. Leur voix basse. Mais pour Lola, c'était plus que suffisant. Car personne ne l'appelait la bonne ici. Personne ne jetait sa nourriture. Personne ne la regardait comme si elle n'était rien. Mademoiselle Joanne, une gentille femme noire d'une 60aine d'années aux yeux fatigués et à la voix douce, la rencontra à la porte et dit. « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es plus seule. » Lola dormit 10 heures d'affilée sa première nuit là-bas. Pas de cris à l'étage. Pas de corvée en attente. Pas de murmure derrière les portes. Juste le calme. Elle gardait le collier de sa mère sous son oreiller et sa clé USB remplie de croquis dans une pochette zippée qui ne la quittait jamais. La nuit, elle restait éveillée, imaginant ce que sa mère aurait pu dire si elle la voyait maintenant. « Tu tiens bon, ma petite. » C'est plus que la plupart ne peuvent dire. La vie n'était pas facile. Le refuge avait des règles. Elle devait se signaler à l'entrée et à la sortie, assister à des cours hebdomadaires de compétences de vie et trouver un travail à temps partiel. Mademoiselle Joanne l'aida à décrocher un emploi de serveuse dans un café local sur la 14e rue. Le salaire était bas, mais cela signifiait qu'elle pouvait acheter ses propres chaussettes, son propre shampoing, ses propres stylos. Elle travaillait 6 jours par semaine. Le 7e, elle esquissait. Chaque dimanche matin, Lola emportait son sac de voyage dans un coin tranquille de la bibliothèque près du refuge et passait 3 heures à travailler sur de nouvelles idées. Des tenues avec du caractère et des âmes tissées dans les coutures. Elle étudiait des livres de design, lisait des blogs de mode, regardait de vieux clips de Asterisk Project Runway Asterisk sur l'ordinateur de la bibliothèque. Personne ne la voyait faire. Personne n'applaudissait, mais quelque chose en elle continuait de grandir. 2 semaines après avoir soumis sa candidature, elle reçut l'email avec pour objet la mise à jour de la candidature à la bourse. Chère Lola Thompson, félicitations.
Vous avez été sélectionné comme l'une des 10 finalistes de la bourse Jeune Designer Noir. Nous souhaitons vous inviter à un entretien en personne le lundi, à 10 h, à la Fondation des Arts Uptown, suite 601. Nous avons été profondément touchés par votre candidature et votre histoire. Nous avons hâte de vous rencontrer. Sincèrement, le comité de sélection. Lola relut l'email 5 fois. Puis elle fixa l'écran et murmura. Merci, mon Dieu. Le lundi arriva vite. Elle se leva tôt, repassa sa seule blouse propre et brossa soigneusement ses tresses devant le miroir. Mademoiselle Joanne lui prêta une paire de petites boucles d'oreilles dorées. Ils n'ont pas besoin de savoir d'où tu viens, dit-elle. Mais ils sauront que tu viens pour quelque chose. Lola franchit les portes de la Fondation des Arts Uptown, le menton haut, le cœur battant, et ses rêves rangés dans une enveloppe Nia. Elle s'assit dans la salle d'attente, entourée de jeunes femmes bien habillées, certaines en talons polis, d'autres en costumes branchés. Pendant un instant, elle se sentit déplacée. Puis elle se souvint de la voix de Clarissa. « Tu n'es rien. » Elle redressa le dos. « Je suis plus que tu n'as jamais vu. » Quand son nom fut appelé, elle entra dans la pièce avec confiance. Il y avait 3 personnes dans le jury, une femme âgée aux cheveux argentés et aux lunettes, un homme en costume marine ajusté avec des carnets sur ses genoux, et une jeune femme noire avec un eyeliner féroce et un sourire bienveillant. Ils l'interrogèrent sur ses croquis, ses inspirations, sa vision. Elle répondit à chaque question avec une force tranquille. Ma mère m'a appris à voir la beauté dans les chutes de tissu. Je veux créer pour des filles comme moi, des filles des sous-sols et des arrière-cours. La mode m'a sauvée. Quand elle quitta la pièce, la jeune femme du jury sourit et dit, tu n'es pas seulement talentueuse, Lola. Tu es mémorable. De retour au refuge, elle attendit. Un jour. 2. Puis 4. Le 5e jour, le téléphone sonna. Mademoiselle Joanne l'appela dans le bureau et lui tendit le combiné en souriant. Lola le porta à son oreille, à bout de souffle. Lola Thompson. Oui. C'est la Fondation des Arts Uptown. Nous sommes ravis de vous annoncer. Vous avez été sélectionnée comme lauréate du Grand Prix. Le monde se flouta un instant. Elle s'assit lentement. J'ai gagné. Tu as gagné. Bourse complète. Mentorat d'entreprise. Financement de démarrage. Tout. Elle couvrit sa bouche de sa main. Les larmes vinrent vite. Mademoiselle Joanne posa une main douce sur son épaule. Tu l'as mérité. La voix se calma au bout du fil. Nous sommes impatients de voir votre avenir. Cette nuit-là, Lola sortit et se tint sous les étoiles. Elle n'était plus seulement une fille du sous-sol. Elle n'était plus invisible. Elle avait un nom. Et bientôt le monde le saurait. Et au fond d'elle, elle le savait déjà. Un jour, elle reviendrait. Non pas en colère. Non pas en haine. Mais en puissance. 3 ans passèrent. Et chaque jour qui passait, Lola Thompson se fit un nom. Cela commença dans le petit studio partagé. Elle l'obtint grâce à la Fondation des Arts Uptown. Rien de plus que 2 bureaux, une machine à coudre et un mannequin sans un bras. Mais Lola y fit de la magie. Elle travailla tard dans la nuit. Ses doigts à vif à cause des aiguilles et du fil. Ses yeux injectés de sang à force de dessiner, d'altérer, de réviser. Sa première collection, née de la poussière, fut lancée lors d'un petit défilé dans un entrepôt de Brooklyn. 5 modèles. Toutes des femmes noires. Toutes portant des pièces inspirées par les foyers brisés, les sous-sols fissurés et les femmes qui se sont tenues debout avec du fil et de la fierté. Les critiques l'ont qualifié de magnifiquement hanté. Un blog de mode a écrit, il y a de la douleur dans ses lignes et du pouvoir dans ses coutures. Les commandes ont commencé à affluer. Une styliste de célébrité a pris un risque et a habillé une chanteuse montante avec l'une des pièces de Lola pour une cérémonie de remise de prix. Au matin, sa boîte de réception était pleine. Au soir, son nom était tendance. Elle a lancé sa propre marque 2 ans plus tard. Note you remède, tu n'es pas faite. Le logo était une silhouette de femme avec un balai dans une main et un crayon dans l'autre. C'était audacieux, sans complexe et profondément personnel. Lola n'a jamais dit à personne la vraie signification. Elle n'en avait pas besoin. Les années l'avaient façonnée. Elle parlait avec une confiance tranquille. Vêtue de couleurs neutres et élégantes,
ses cheveux en tresses soignés, elle marchait grande et assurée. Elle dessinait encore seule la nuit parfois. Elle portait toujours le collier de sa mère sous sa blouse. Mais maintenant, elle était assise en face de personnes puissantes, des investisseurs, des designers, des journalistes, et ils l'écoutaient. Elle n'a jamais oublié qui elle était. Mais maintenant, elle était quelqu'un de nouveau. C'était un début d'après-midi d'automne lorsque son assistante entra dans le showroom, tenant une lettre. « C'est du groupe Lan Hartwell », dit-elle. Une entreprise familiale en difficulté avec la distribution de mode. Ils demandent si vous envisageriez un partenariat ou éventuellement de les racheter. Lola prit la lettre et la scanna. Puis elle se figea. Le nom en bas, Clarissa Hartwell. Sa tante. Elle se pencha en arrière dans sa chaise et regarda par les baies vitrées de son bureau de Manhattan. Le monde avait tourné. Plus tard dans la semaine, elle passa l'appel. « Madame Hartwell ? Oui, c'est Lola Thompson. Je crois que vous m'avez contacté avec une proposition commerciale. Et maintenant, à propos de cette fondation caritative, celle que tu annonces demain. » Grace se pencha sur son écran. « Combien vas-tu donner exactement ? » Tout ce qu'ils ont demandé. Plus les intérêts. Juliette lui montra les chiffres. Mais au lieu de les renflouer, ça va aider les filles à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien. Gabriel siffla au téléphone. Ça va faire des dégâts. Daniel avait l'air inquiet. Ils vont tout perdre. Ils ont déjà perdu tout ce qui comptait, répondit Juliette. Ils ne le savent juste pas encore. On frappa à nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Grace ferma rapidement l'ordinateur portable de Juliette alors qu'elle entrait. Juliette, chérie, nous devons discuter de l'annonce de demain. Elle jeta un coup d'œil aux autres, puis dit d'un ton appuyé, en privé. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant eux. Sa mère pinça les lèvres. Très bien. Ton père a tout arrangé. Quand tu annonceras l'investissement ? Qui a dit que j'annonçais un investissement ? Elle fléchit. Mais tu dois. Nous avons déjà tout dit à tout le monde. C'est votre problème, mère. Faire des promesses sur de l'argent qui ne vous appartient pas. Nous sommes tes parents. Vraiment ? Juliette se leva. Où étiez-vous quand j'avais besoin de parents ? Quand je construisais mon entreprise à partir de rien. Quand j'ai changé de nom parce que je ne pouvais pas supporter de porter le vôtre ? Sa mère tressaillit. Nous avons fait des erreurs. Non, la coupa Juliette. Les erreurs, c'est oublier les anniversaires ou manquer des événements scolaires. Ce que vous avez fait, c'est de l'abus émotionnel systématique. Et maintenant, vous voulez profiter du succès que j'ai obtenu malgré vous. Tu es ingrate. Sa mère se rattrapa, consciente de leur public. Réfléchis bien à ce que tu fais. La réputation de ton père va être exactement ce qu'il mérite. Juliette ouvrit la porte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un discours à terminer. Après son départ, Daniel laissa échapper un léger sifflement. C'était intense. Demain sera pire, Grace l'a mis en garde. Demain sera justice, corrigea Juliette, rouvrant son ordinateur portable. Gabriel, tout est prêt de ton côté ? Le communiqué de presse est prêt à être diffusé dès que tu auras terminé ton discours, confirma Théil. Les médias locaux et nationaux sont déjà intéressés. Bien. Juliette ouvrit son document de discours. Parce que demain, ses parents allaient apprendre que la fille qu'ils n'avaient jamais voulu était devenue exactement qui elle devait être. Quelqu'un qui ne les laisserait pas blesser quelqu'un d'autre comme il l'avait blessé. Grace la serra dans ses bras. Tu veux qu'on reste pendant que tu t'entraînes ? Non, Juliette sourit. Je gère. 10 ans de pratique, tu te souviens ? Alors qu'elle partait, elle regarda le discours une dernière fois. Demain, à la réception du mariage de sa cousine, elle dirait enfin tout ce qu'elle avait retenu pendant une décennie. Et elle le ferait de manière à ce qu'il soit impossible pour ses parents de déformer le récit. Ils voulaient que leur fille qui a réussi fasse une déclaration. Ils allaient obtenir exactement ce qu'ils avaient demandé. Le lendemain, le mariage de Mirable était magnifique. En tant que demoiselle d'honneur, Juliette se tenait à ses côtés, la regardant épouser Daniel avec une joie sincère. Ses parents étaient assis au premier rang, rayonnant pratiquement d'impatience pour son annonce à venir.
Le photographe du journal local gardait son objectif braqué sur leur famille. Exactement comme il l'avait prévu. À la réception, sa mère travaillait la salle comme une politicienne, laissant entendre la nouvelle passionnante de l'entreprise familiale à venir. Son père s'entretenait avec des investisseurs potentiels, faisant des promesses qu'il pensait qu'elle devrait tenir. Grace serra le bras de Juliette. Ça va? Jamais mieux. Elle regarda les serveurs débarrasser les assiettes. Presque l'heure. Le père de Daniel s'approcha, rayonnant. Juliette, Norman me parlait des plans de fusion. Stratégie brillante. Vraiment? Juliette sourit agréablement. Comme c'est intéressant. La voix du DJ coupa le bavardage. Et maintenant, nous allons entendre notre demoiselle d'honneur, Juliette. Sa mère bouscula pratiquement les gens pour avoir une meilleure vue. Son appareil photo prêt. Le journaliste tourna une nouvelle page de son carnet. Juliette s'approcha du microphone, ses mains fermes. Le discours qu'elle avait préparé ressemblait à une arme, chargée et prête. Quand Mirable m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, j'ai été touché. La famille n'a pas toujours été. Elle marqua une pause, rencontrant les yeux de sa mère. Simple pour moi. La pièce se tut. Le sourire de son père vacilla. Vous voyez, j'ai appris très tôt que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de qui croit en vous quand vous n'avez rien, qui vous soutient quand on vous dit que vous n'êtes pas assez bien. L'appareil photo de sa mère s'abaissa légèrement. Mirable était là quand j'ai démarré mon entreprise, quand tout le monde disait qu'une femme ne pouvait pas réussir dans la technologie. Quand mes propres parents, elle laissa les mots en suspens, les regardant se tortiller. Eh bien, disons simplement qu'ils avaient des attentes différentes. Le stylo du journaliste grattait frénétiquement. Mais aujourd'hui n'est pas le passé. C'est l'avenir. C'est une question d'héritage. Elle sortit une enveloppe. Mes parents ont parlé à tout le monde d'une annonce commerciale excitante. Ils ont raison. J'en ai une. Son père se redressa, triomphant. Plusieurs investisseurs se penchèrent en avant. J'annonce la création de la ** Fondation Spencer pour les filles en technologie ***, dotée d'un capital initial d'1 million de dollars. 2 fois ce que ses parents lui avaient récemment demandé. La pièce éclata en murmures. L'appareil photo de sa mère tomba sur la table. Cette fondation soutiendra les filles à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez, à qui on a refusé des opportunités en raison de leur sexe, qui ont dû se construire à partir de rien. Son père se leva à moitié, mais sa mère lui attrapa le bras. Chaque année, nous offrirons des bourses complètes à des filles qui rêvent plus grand que leurs circonstances, qui refusent de laisser quiconque définir leurs valeurs. Juliette regarda directement ses parents. Qui savent que le véritable soutien familial est sans condition. Le journaliste vibrait pratiquement d'excitation. Et pour lancer cette initiative, je m'associais à plusieurs entreprises technologiques dirigées par des femmes pour offrir des programmes de mentorat, car parfois, elle sourit à Grace, à Mirable, à toutes les personnes qui l'avaient réellement soutenue. La famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né. Elle leva son verre à Mirable et Daniel. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le véritable amour familial. Les applaudissements furent assourdissants. Son père sortit en trombe, suivi de plusieurs investisseurs confus. Sa mère resta figée. Son récit soigneusement élaboré s'effondrant autour d'elle. Mirable la serra dans ses bras en murmurant. C'était parfait. Le journaliste se précipita. Juliette, pouvez-vous commenter les récentes déclarations de vos parents concernant une fusion d'entreprises familiales? Je crains qu'ils n'aient parlé sans me consulter, dit-elle clairement. Toutes les déclarations qu'ils ont faites concernant mon implication dans leurs projets commerciaux sont incorrectes. Et les prêts qu'ils ont obtenus en se basant sur votre supposé investissement? Je n'en sais rien, répondit-elle. Mais je suis sûr que les autorités compétentes seront intéressées par une enquête sur toute allégation frauduleuse. Sa mère s'approcha enfin, le visage tendu. Juliette, comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi, mère? Aider les autres au lieu de vous permettre? Créer quelque chose de significatif au lieu de renflouer votre entreprise en faillite? Nous sommes tes parents. Non, la coupa-t-elle. Vous êtes des gens qui m'ont donné naissance. Les parents soutiennent leurs enfants. Les parents aiment sans condition. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Le journaliste capta chaque mot.
Grace apparut avec son manteau. Prête à partir? Juliette hocha la tête, puis se retourna vers sa mère. La première bourse de la fondation sera décernée le mois prochain. Vous êtes la bienvenue pour assister à la cérémonie, en tant qu'invité, pas en tant que parent. Peut-être apprendrez-vous quelque chose sur ce à quoi ressemble le véritable soutien familial. En partant, elle entendit le brouhaha des conversations. Vit le journaliste taper déjà sur son téléphone. Remarqua le sourire figé de sa mère alors qu'elle essayait de sauver ce qui restait de sa position sociale. Tu l'as fait, sourit Grace. Non, corrigea Juliette, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nous l'avons fait. Tous ceux qui m'ont montré ce que signifie la vraie famille. Derrière elle, la réception continuait. Mais l'histoire dont tout le monde se souviendrait n'était pas celle du mariage de Mirable. C'était celle d'une fille qui a transformé la manipulation de ses parents en quelque chose de puissant. Quelque chose de bon. Et c'était la meilleure des vengeances. Le matin après le mariage, le téléphone de Juliette n'arrêtait pas de vibrer. Le titre du journal local était « La PDG de Tech annonce une fondation d'1 million de dollars, révèle une discorde familiale ». Sa mère avait appelé 17 fois. « Tu es devenu viral », annonça Gabriel, entrant dans sa chambre d'hôtel avec du café et sa tablette. Les médias nationaux reprennent l'histoire. La fille transforme la manipulation de ses parents en une force pour le bien. Grace leva les yeux de son téléphone. Ta mère fait du contrôle des dégâts sur les réseaux sociaux. Elle dit que tout est un malentendu. Est-ce pour ça qu'elle n'arrête pas d'appeler? Juliette prit une gorgée de café. Ou parce que la banque appelle probablement déjà à propos de ses prêts, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Daniel. Juliette, tu dois venir au restaurant de l'hôtel. Maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton père est ici avec ses investisseurs. Ça tourne mal. Elle attrapa sa veste. Il est temps d'affronter la musique. Grace et Gabriel la suivirent en bas. La scène au restaurant était exactement ce à quoi elle s'attendait. Son père, le visage rouge, entouré d'hommes en costume en colère. La voilà. Il cria en la voyant entrer. Dis-leur que tout ça est un malentendu. Que devrais-je leur dire exactement, père? Que vous avez menti sur mon implication? Que vous avez obtenu des prêts en utilisant mon nom sans autorisation? Un des investisseurs s'avança. Est-ce vrai que vous ne saviez rien des plans de fusion? Non seulement je ne savais rien, dit-elle, mais j'ai des documents prouvant qu'ils ont agi sans mon consentement. Juliette sortit son téléphone, montrant des emails de son avocate. J'ai déjà signalé l'utilisation non autorisée de mon nom aux autorités compétentes. Petite ingrate. Son père s'élança en avant, mais Daniel barra son chemin. Réfléchis bien à ton prochain geste. Daniel le mit en garde. Il y a des témoins. Sa mère entra en trombe, l'air affolé. Juliette, s'il te plaît, on peut arranger ça. Dis juste à tout le monde que tu as changé d'avis. Changé d'avis? Elle rit. À propos de quoi? La fondation qui est déjà légalement établie? Le communiqué de presse qui est devenu viral? Ou l'enquête pour fraude qui commence probablement en ce moment? Fraude. Un des investisseurs pâlit. Norman, vous avez dit que c'était une affaire conclue. Ça devait l'être, balbutia son père. C'est notre fille. Elle est censée. Quoi? Juliette coupa. Sacrifier ma réputation pour sauver la vôtre? Nettoyer votre désordre? Être le fils que vous avez toujours voulu? Le restaurant était devenu silencieux. Tout le monde regardait le drame se dérouler. Nous vous avons tout donné, cria sa mère. Vous ne m'avez donné que des doutes et de la déception. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. Et maintenant vous voulez vous en attribuer le mérite? Un autre investisseur se leva. J'appelle mon avocat. C'est une grave fausse déclaration. Attendez, supplia son père. On peut arranger quelque chose. Comme vous arrangez quelque chose avec moi. Juliette se tourna vers les investisseurs. Je vous suggère de contacter tous vos représentants légaux. Je suis heureuse de fournir des documents prouvant que je n'ai jamais accepté aucun de ces accords. Sa mère lui attrapa le bras. Tu détruis la réputation de ton père. Non, mère, dit-elle calmement. Il l'a fait lui-même. Je refuse simplement de la sauver.
Gabriel s'avança, tablette à la main. Dois-je envoyer le second communiqué de presse maintenant? Celui sur les prêts non autorisés. Le visage de son père passa du rouge au blanc. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Juliette s'approcha, baissant la voix. Tu m'as appris que l'image est tout, tu te souviens? Maintenant, tu vas regarder la tienne s'effondrer, tout comme tu as essayé d'effondrer la mienne. Mademoiselle Spencer, une nouvelle voix l'interrompit. Un journaliste qui, apparemment, prenait son petit déjeuner, brandit un enregistreur. Voulez-vous commenter la situation? En fait, oui. Juliette sourit, sachant que ce serait le coup de grâce. J'aimerais annoncer que la première initiative de la Fondation Spencer se concentrera spécifiquement sur l'aide aux jeunes femmes dont les familles ont essayé de limiter leur potentiel. Nous nous associerons à des organisations de lutte contre la violence domestique pour identifier les candidates. La poigne de sa mère sur son bras se relâcha. Violence domestique? Les sourcils du journaliste se haussèrent. Suggérez-vous que? Je suggère que les abus émotionnels et financiers sont aussi destructeurs que les abus physiques, dit Juliette fermement. Et qu'il est temps d'aider les gens à se libérer des dynamiques familiales toxiques. Les investisseurs partaient déjà. Leur téléphone pressé contre leurs oreilles. Son père avait l'air sous le choc. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Tu nous as ruinés, murmura-t-il. Non, Juliette le corrigea. Vous vous êtes ruinés vous-même. J'ai juste refusé d'être votre filet de sécurité. Grace apparut à ses côtés. Ta voiture est prête. On devrait aller à l'aéroport. Juliette se tourna pour partir, puis marqua une pause. La première cérémonie de la fondation a lieu dans un mois. J'ai tenu parole. Vous êtes les bienvenus en tant qu'invités. Peut-être que regarder d'autres parents soutenir leur fille vous apprendra quelque chose. En sortant, elle entendit sa mère commencer à pleurer. Entendit son père essayer d'appeler ses investisseurs en fuite. Mais pour la première fois de sa vie, leur drame n'était pas son problème. Ça va? Demanda Grace alors qu'elle atteignait la voiture. Mieux que ça. Juliette sourit, regardant l'hôtel rapetissé dans le rétroviseur. Je suis libre. Un mois plus tard, Juliette se tenait sur scène lors de la cérémonie inaugurale de la Fondation Spencer. L'auditorium était rempli de jeunes femmes, de leurs familles et de représentants des médias. Les sièges vides de ses parents au premier rang en disaient long. Notre première boursière, annonça-t-elle, est Maria, une jeune fille de 17 ans dont le père lui a dit que les filles n'avaient pas leur place en ingénierie. Maria s'avança, rayonnante. Sa mère essuya ses larmes, applaudissant bruyamment. Avec cette bourse, Maria ira au MIT l'automne prochain, continua Juliette. Mais plus important encore, elle saura que ses rêves sont valides. Ses ambitions sont dignes, et son sexe n'est pas une limitation. Les applaudissements furent assourdissants. Du côté de la scène, Grace lui fit un pouce levé. Une agitation à l'arrière de l'auditorium attira l'attention de Juliette. Sa mère se glissa, l'air plus petite qu'elle ne l'avait jamais vue. Elle prit place au dernier rang, serrant son sac à main comme un bouclier. Juliette continua la cérémonie, présentant chaque boursière, Rebecca, qui a construit un programme de robotique dans son école sous-financée. Sarah, qui a développé une application pour aider les survivantes de violences domestiques. Ashley, les portes de l'auditorium s'ouvrirent à nouveau. Son père entra, hésitant avant de s'asseoir à côté de sa mère. Leur présence ne ressemblait ni à une victoire ni à une défaite. Juste une note de bas de page dans une histoire plus grande. Après la cérémonie, pendant la réception, Grace la poussa du coude. Ta mère se dirige par ici. Sa mère s'approcha timidement, l'air perdu parmi les familles en fête. Juliette, Oui, l'entreprise de votre père est partie, dit-elle calmement. La maison aussi. Les enquêteurs ont tout trouvé. Je sais, Juliette regarda Maria embrasser sa mère fière. Le journal local m'a tenu informé. Nous emménageons chez votre tante. Sa mère tripota son alliance. Votre père cherche du travail, mais à son âge. Vous êtes là pour la sympathie ou l'argent? Demanda Juliette directement, parce que je n'ai plus des deux. Je suis là parce que... Sa mère regarda autour d'elle les familles heureuses. Parce que j'ai vu la mère de cette fille l'embrasser, célébrer ses rêves au lieu de les écraser. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais fait ça pour toi. Non,
vous ne l'avez pas fait. Est-il trop tard? Sa voix se brisa. Pour apprendre comment? Avant que Juliette ne puisse répondre, Maria s'approcha en bondissant. Mademoiselle Spencer, ma mère veut vous remercier personnellement. La mère de Maria suivit, rayonnante de fierté. Ce que vous faites ici, ça change des vies. Ça montre à ses filles qu'elles peuvent être n'importe quoi. Sa mère regarda l'échange, son expression illisible. C'est le but, dit Juliette avec un petit sourire, regardant Maria. S'assurer qu'aucune fille ne se sente limitée par les attentes des autres. La mère de Juliette parla doucement. Pourrais-je faire du bénévolat ici, à la fondation? Apprendre à soutenir les filles comme j'aurais dû te soutenir. Elle étudia le visage de sa mère, cherchant la manipulation, mais ne trouvant que du regret. La fondation a toujours besoin de bénévoles, dit Juliette. Mais vous commencerez tout en bas. Pas de traitement de faveur. Je comprends. Sa mère hocha la tête. Et père, elle secoua la tête. Il n'est pas prêt. Peut-être ne le sera-t-il jamais. Mais je dois faire ça pour moi, pour toutes les fois où je vous ai déçu. Gabriel apparut avec des mises à jour sur sa tablette. L'histoire continue de prendre de l'ampleur. Plus d'entreprises veulent s'associer à la fondation. Nous recevons des demandes de bourse de tout le pays. La mère de Juliette se retourna pour partir. Mais elle lui attrapa le bras. Les jeudis matins. C'est à ce moment-là que nous formons les nouveaux bénévoles. Ne soyez pas en retard. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Merci. En s'éloignant, Grace murmura. Tu es sûr de ça? Non, Juliette admit. Mais cette fondation vise à briser les cycles. Peut-être est-il temps de briser celui-ci aussi. La réception continua autour d'elle. Des filles prenant des selfies avec leurs lettres d'acceptation, des parents serrant leurs filles dans leurs bras, des rêves prenant leur envol. Son père était déjà parti. Incapable d'aider.